I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Coffee Shot où aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Anna d'Architas. Bonjour Anna. Bonjour Piol. Donc là l'idée aujourd'hui, c'est comme d'habitude, 5 questions à notre intervenante du jour qui va nous éclairer un peu sur sa vision de l'extra-financier et peut-être ouvrir le débat sur et après. Donc Anna, première question déjà habituelle, hein, au-delà de te présenter, c'est qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'ESG ou de l'ISR voilà, depuis quand tu y es et finalement qu'est-ce qui t'a motivé? Alors, moi, j'intéresse à ce sujet depuis plus de 10 ans, je dirais, maintenant, depuis 2009 exactement. Ça a commencé avec mes études supérieures où j'ai pris conscience des différents jeux environnementaux et sociétaux déjà à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune. Parce qu'en réalité, je ne suis pas une vraie financière avec un parcours classique de la finance. J'étudie la sociologie, le développement durable, avec un parcours en politique agricole. Donc, on peut dire qu'extra-financier, c'était déjà mon choix de prédilection quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc, après mes études, je voulais vraiment travailler sur ce sujet. Je ne voulais pas du tout travailler dans la finance, c'était vraiment pour moi une évidence. Quand j'étais voilà, beaucoup plus jeune. Et, par la suite, après mes études, j'ai commencé à travailler dans la politique agricole. Donc, j'ai poursuivi mon parcours. C'était un stage de fin d'études où je travaillais sur la réforme de la PAC de l'époque. Donc, je traitais toujours les sujets liés à la biodiversité, l'environnement, les changements climatiques, l'environnement, l'aspect sociétal. Mais par la suite, après ce stage, je me suis retrouvée par hasard dans la finance. Donc, ce n'était pas vraiment prévu à la base. Sachant que je n'étais pas vraiment une financière, donc je devais me reconvertir assez vite dans la finance pour me retrouver dans ce nouveau secteur. Donc je me suis éloignée malheureusement de mon secteur de prédilection à l'époque. Malgré tout, je suivais toujours l'actualité parce que j'étais un peu frustrée que je ne travaille pas sur des sujets en lien avec l'environnement, avec la société, le changement climatique. Donc j'essaie toujours de suivre tout ce qui se passe, de lire beaucoup. Et à un moment donné, je me souviens qu'il y a environ 7 ans, je travaillais comme tant que trésorière. Et je me souviens qu'on parle de plus en plus de la finance verte à l'époque. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui change. Peut-être j'aurai l'occasion de revenir vers mon secteur de prédilection. Donc, je suivais cette évolution dans le secteur. Après, ça parlait beaucoup de Green Deal. Donc, je me suis dit, effectivement, il y a quelque chose qui va vraiment impacter la finance, le secteur d'assurance, la banque, asset management. Donc, à ce moment-là, je me suis dit qu'il faut se lancer. Voilà, il faut essayer de faire le maximum pour pouvoir travailler sur ce sujet-là, pour suivre cette évolution, changement de paradigme de l'intérieur. Donc, à mon niveau, je commençais vraiment à me former de manière autonome, à faire des certificats, à travailler sur les projets très transverses de la banque pour laquelle je travaillais à l'époque. Donc, je travaille sur les sujets RSE et ESG, transition écologique environnementale. Donc, je me suis bien adaptée à ce nouveau contexte de la finance. Et à ce moment, je me suis dit, je suis prête, je peux me lancer et essayer de trouver un job dans l'ESG. Donc, c'était le cas. Je me suis retrouvée chez Architas, où depuis 1 an, j'occupe une position d'analyste ESG SFDR. Je travaille autour sur les sujets réglementaires, sur le challenge lié au data, donc tout ce qui concerne la SFDR, la taxonomie, voilà. Donc des sujets très évolutifs, très stimulants au niveau actuel. Ok. Et Ouais. du coup, parce que là, ton parcours, effectivement, il n'a pas été linéaire, si je puis Non. dire. Bon, c'est rarement le cas, mais voilà. Est-ce qu'il y a alors j'en viens à la deuxième question qui concerne aussi Architas, hein, indirectement, mais est-ce qu'il y a une équipondération dans ton approche de l'ESG, la façon dont tu analyses le sujet, c'est un E, un S et un G qui sont aussi importants. Est-ce qu'il y a un de ces critères, une de ces familles qui revêt plus d'importance à tes yeux? Comment ça se situe un peu? Alors moi, je trouve que tous les 3 lettres sont importantes, d'après moi. Mais en réalité, en travaillant sur les données ESG, sur la comptation, je trouve qu'on voit beaucoup de E avant tout. Je dirais qu'au niveau des providers, on a beaucoup de données, on a beaucoup de connaissances sur la composante E. On néglige, selon moi, S et G pour l'instant, mais je pense que c'est dû au fait qu'il n'y a pas de données disponibles. Donc je trouve que c'est très important S et G, mais on aura plus de données, je pense, avec la taxonomie sociale, qui est toujours en cours d'élaboration, avec un FRD, qui est toujours en cours de construction, avec les données ESG qui seront peut-être davantage structurées dans quelques années. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. On sait que vraiment, quand on parle de providers, on a beaucoup plus de données sur la composante E que S et G. Donc moi, avant tout, je me concentre vraiment avec la SFDR, taxonomie, je travaille sur les 3 composantes, mais je sais que les données de qualité seront davantage liées à la composante E. Donc, D'accord. c'est un peu ça. Après, je pense aussi que les données S et G sont un peu plus sensibles. Parce que ça touche voilà, donc
c'est pas toujours confortable d'afficher les données S et G, donc je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de greenwashing. Je pense on aura aussi du social washing avec, quand on va devoir afficher ces données dans les reporting, voilà. Donc c'est un peu ma vision. D'accord. Et du coup, ok, je comprends effectivement. Là, c'est plutôt un point un peu pragmatique, drivé par la qualité de la donnée, Tout à l'abondance des fait. données. C'est vrai que enfin, c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est Mmh. trouver de la donnée. En trouver, on en a. Détecter les anomalies, les nettoyer, etc. Bon, ça c'est effectivement, je suis bien placé pour le savoir. C'est un métier à part entière. Donc je comprends effectivement le E est peut-être celui qui a Mmh. été privilégié pendant de nombreuses années. Tout à Mais fait. alors du coup, s'il y avait une boulette à retenir, parce que bon, quand on se lance, hein, que ça soit à ton niveau ou même chez Arquitas, quand vous êtes lancé Mmh. sur SFDR ou quoi, s'il y avait une boulette à retenir que tu voudrais partager pour éviter que les autres la reproduisent, ce serait laquelle? Alors, moi, étant donné que je ne viens pas du secteur de asset management, je travaille avant tout donc pour une ambassade, le banque publique ou différentes compagnies d'assurance et je réalisais pas que la SFDR, serait aussi difficile à mettre en place, donc dans ce secteur. En plus, chez Arquitas, on travaille en fonds de fonds, donc avec tous les challenges liés à la SFDR qu'on connaît avec donc les fonds de fonds, ça ajoute encore plus de complexité, au sujet. Donc en démarrant mes analyses, il y a plusieurs mois, je sais que je ne prenais pas à son compte le fait qu'on est en fonds de fonds. Donc ça parfois ça faussait ma vision de méthodologie à mettre en place. Donc je parle ici par exemple de la définition du sustainable investment, qui est toujours, voilà, très sensible. On sait très bien que c'est pas évident à mettre en place. Donc voilà, malheureusement, comme c'est pas encore fini avec la CFDR, on aura voilà, des mois à peaufiner ces méthodologies. Donc je sais que voilà, le fond de fond, ça m'a un peu déstabilisée parce que ça complexifie encore plus cette organisation qui n'est pas claire aujourd'hui et qui pose beaucoup de questions à tout le monde, je pense. Ouais, entre la Mmh. transparisation des actifs, la transparisation du coût de la durabilité, parce que c'est toujours pareil entre les notations utilisées par on va dire les sous-traitants et les notations internes. Enfin voilà. Mais quelque part, en fait, le fonds de fonds, c'est vraiment le miroir des problématiques qu'ont les institutionnels, si ce n'est que les institutionnels aujourd'hui ne sont pas soumis aux mêmes obligations réglementaires. Maintenant, même s'il y en a beaucoup qui, par souhait, on va dire, se lancent dans des choses assez ambitieuses afin de voir en transparence leur durabilité. Mais du coup, je comprends tout à fait le Mmh. point sur les fonds de fonds et le fait que on puisse pas transposer facilement ce qui se fait sur un fonds equity de l'activité de fonds de fonds. Euh, alors du coup, effectivement, ça, le fonds de fonds, c'est un peu la spécificité d'Arquitas. Mais alors j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une spécificité extra-fille ou durable, ou je ne sais pas comment tu veux l'appeler, mais qui caractérise un peu ce que tu fais aujourd'hui chez Arquitas? Quelle serait la spécificité du coup de cette démarche? Donc je vais parler peut-être de moi spécificité, parce que je suis depuis 1 an chez Arquitas. Donc en ce qui concerne moi, ma manière de travailler sur l'ESG, donc je dirais c'est la réactivité avant tout. Donc travailler réactif, en ce qui concerne donc, la recherche de l'ESG, le suivi de tout ce qui se passe dans le secteur. Le working group externe, auquel je participe pour avoir une expérience externe et vision, d'autres collègues. Donc je travaille avec l'ESMA sur la transparence, le greenwashing, l'EFRAG, sur le secteur, assurance, au Pacte mondial de l'ONU sur la finance durable et la transition juste. Donc je pense que j'ai fait tout ça parce que j'ai aussi un background du socio-économiste où je fais beaucoup d'analyses, des recherches. Donc aujourd'hui, j'essaye d'apporter toutes ces nouveautés, donc proposer tout ça chez Arquitas, de mettre en place des choses intéressantes qui pourraient, donc enrichir notre stratégie, ESG en interne. Il est vrai qu'en ce moment, ça bouge beaucoup, c'est très stimulant au niveau intellectuel. Je suis constamment challengée, donc je sais que ça va continuer, qu'on aura encore beaucoup de sujets à aborder dans la gestion d'actifs. On a encore quelques années devant nous pour Je pense que c'est ça, oui. avant d'arriver à quelque chose d'un peu mature, parce que même si c'est un sujet qui existe depuis de nombreuses Depuis, années, ouais, tout à euh, fait. on va dire qu'il y a eu un essor là ces dernières années qui a permis d'amorcer vraiment un lancement important. Mais maintenant, on est très très loin d'arriver au moment de la maturité du sujet. Alors, du coup, justement, Ouais. on est loin, on n'est pas encore à la maturité. Mais alors, du coup, d'après toi, quel est l'avenir de l'extra-financier quand il sera mature? Mmh. Quand est-ce qu'on pourra dire qu'il est mature, ce domaine de recherche? Ou Mmh. alors même, qu'est-ce que tu vois arriver d'ici là, à Ouais. court terme, moyen terme, et puis Mmh. peut-être même long terme, si tu as une idée sur la question?
Donc d'après moi, donc l'avenir ESG sera encore, comme tu dis, voilà, très long et riche, étant donné qu'au niveau réglementaire, tout a démarré assez récemment et rien n'est encore stable. Je dirais qu'on aura encore au moins 3 prochaines années très, très stimulantes, pleines de rebondissements qu'on observe aujourd'hui avec la SFDR, avec la taxonomie. Je pense que les analystes ESG, les gérants et d'autres métiers seront fortement impactés par ces changements de paradigme. On le voit déjà actuellement, dans quelques années, à mon avis, on aura déjà les équipes davantage équipées pour travailler certainement sur l'extra-financier. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. On aura plus de données de qualité, des règlements seront donc stabilisés et tout cela permettra de mettre en place des méthodologies beaucoup plus stables en interne, d'être davantage alignés entre les différents acteurs financiers, pouvoir comparer les données, voilà, les méthodologies, ce qui n'est pas facile aujourd'hui. Et tu veux dire une Oui, sorte de méthodologie universelle qui serait je appliquée à... peut-être, ça c'est à très long terme peut-être. Je pense qu'il y aura plus de visibilité au niveau des méthodologies parce que là aujourd'hui, on a, je pense, des visions très divergentes souvent et quand on compare, on réalise que voilà, c'est vraiment, on a des résultats très différents, donc c'est plutôt inquiétant. Je pense qu'on aura plus de visibilité, on sera aligné davantage, on aura plus je pense que la SFDR sera clarifiée, ça s'est fait régulièrement tous les quelques mois, j'ai l'impression. Donc à un moment donné, ça sera stable, on pourra s'aligner sur le calcul, sur les méthodes, sur les différentes définitions, DNSH par exemple, comment mesurer les PAI, comment comparer, sachant qu'on n'a pas les mêmes mesures au niveau de voilà, différents acteurs financiers, on pense pas de la même manière. Oui. Je comprends. Mais alors du coup, parce qu'en fait, dans cette approche-là, ce qui est intéressant, c'est de dire effectivement, on parle souvent de la standardisation des reporting Ouais. déjà côté émetteur, donc côté corporate, pour standardiser un peu les données que récupéraient les sociétés de gestion. Toi, tu abordes le sujet encore d'après, qui est de dire, OK, une fois qu'on a de la donnée, comment on fait Mm. pour avoir des analyses qui vont dans le même sens? euh, du coup, ma question, c'est de dire, dans cette idée de développer des modèles, des méthodos centralisés sur la place, des modèles de place, euh, comment tu vois l'organisation des sociétés aujourd'hui? Parce que moi, de ce que je croise, des sociétés avec qui je discute, aujourd'hui, elles ont vraiment l'envie de s'approprier cette matière, cette nouvelle Mm. matière. Elles ont des appétences différentes sur le E, le S, le G, et même au sein du E, différents sujets, on va dire. On a aussi tout ce qui est lié au KYC client qui justement pousse vers de plus en plus de connaissances fines où on leur demande pas de savoir s'ils ont un intérêt pour l'environnement, mais plutôt vraiment découper biodiversité, etc. Enfin vraiment eau, pollution des sols, etc. Donc du coup, comment on va faire, d'après toi, comment va être le mouvement? Parce que ça va pousser vers toujours plus d'indicateurs de pointe, Mm. ou finalement ramener à une méthodologie commune, c'est plutôt dire on arrête de se diversifier dans plein de sujets de pointe et on essaye d'avoir un tronc commun stable. Enfin, tu vois ça comment un Oui. petit Moi, je pense qu'il faudrait déjà avoir quelque chose de stable, la base qui serait stable, c'est pas le cas. Et par la suite, on pourrait travailler sur les indicateurs plus complexes. Déjà, commencer par la base stable pour mettre ce qui est obligatoire, mandatory en place de manière alignée. Déjà, voilà, si c'est stabilisé, après, on pourra imaginer des choses plus ambitieuses, je pense. D'accord. Voilà. Mm. Ok. L'idée, c'est ça. Ça serait du coup de co-construire Construction, tout à fait. Mm. un socle sur lequel après on pourrait établir. C'est intéressant à établir Mm. des indicateurs plus fins à la demande pour ceux qui veulent faire, je sais pas moi, des fonds water, des fonds pollution des sols et ainsi de suite, et des choses thématiques quoi quelque part. Tout à fait. Mm. Bah écoute, merci beaucoup Anna pour ton intervention aujourd'hui. On arrive au bout des 15 minutes. J'espère que ça aura donné envie à certains de te contacter directement ou par notre intermédiaire, via LinkedIn ou par mail. Donc merci encore Anna et puis très Merci, bonne Paul. semaine à tous. Merci beaucoup. Merci. Bon Au revoir. après-midi. Au revoir.